donc le propos de conclusion que je voudrais tenir avec le titre qui vous a été évoqué tout à l'heure, de la défiance envers les institutions aux conduites irrationnelles. Ce sera un propos que je voudrais amorcer à l'aide d'une référence à Rousseau. Voilà, je pense qu'on est bon sur le plan technique. Oui. Voilà, donc avec Rousseau, peut-être que même si j'ai ce il est meilleur. Il est meilleur, d'accord. Parce que au fond, on a tendance parfois à considérer que la défiance est un danger pour la démocratie. Et un sociologue a même écrit de la démocratie des crédules, Charles Bronner. Or, il faut être nuancé, je crois, sur ce point, parce que, en réalité, la crédulité est peut-être plus dangereuse pour la démocratie que la défiance. La défiance, c'est quelque chose qui fait partie du jeu, et pour m'en tenir à Rousseau, qui a jeté les bases de notre démocratie dans le contrat social, Rousseau attire notre attention sur le fait qu'il y a dans tout pouvoir une pente à dégénérer. Donc, si on dit que la démocratie, c'est la confiance dans le pouvoir, moi je ne suis pas démocrate. Parce que ne serait-ce que la notion de pouvoir, le pouvoir, ça fait peur. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de très moral, le pouvoir. Donc ça, c'est un premier point, qu'il y ait du doute, qu'il y ait de la défiance. À la rigueur, il vaut mieux pécher par excès que par défaut, et mieux vaut, quitte à prendre, avoir un peuple excessivement défiant que excessivement crédule. Alors ensuite, c'est vrai que quand on parle de défiance envers les institutions, on n'a pas seulement à l'esprit le pouvoir politique, mais il y a également d'autres institutions, et dans le domaine de la santé, elles ne sont pas très nombreuses. Il y en a 4, essentiellement. Il y a donc le pouvoir politique, le gouvernement en place. Il y a le milieu journalistique. Il y a les groupes pharmaceutiques. Et puis, il y a ce qu'on appelle le pouvoir médical. Et ici, on a dans ces 4 éléments les composants de ce qu'on appelle le complotisme, c'est-à-dire que ces 4 entités correspondent entre elles et se rencontrent dans des réunions secrètes. Hein, pour faire simple, c'est ça. Et ce que je voulais ajouter, alors effectivement, si on a l'idée que toutes ces institutions dans les coulisses s'organisent pour édifier un projet malfaisant, je pense que là on est dans une logique complotiste. En revanche, douter d'un fait de façon isolée, par exemple en 1997, les plus jeunes d'entre vous se souviennent de l'accident de Lady Diana. Bon, pendant plusieurs semaines, il y a un doute, parce que c'est vrai que cet accident, quelque part, arrange aussi la famille royale, et on peut se demander s'il n'y a pas derrière tout ça quelqu'un qui a piloté cet accident apparent. Mais le fait d'être dans un doute isolé, ponctuel, d'avoir une sorte de frisson complotiste, hein, un épisode complotiste, ne fait pas de nous vraiment des complotistes stricto sensu, parce que pour qu'il y ait complotisme, il faut qu'on imagine que plusieurs institutions sont de mèche, il y a une accointance entre différents pouvoirs, et puis il faut aussi que cette croyance en une connivence cachée soit assez systématique et revienne en permanence, comme quand on dit « on nous ment ». On nous ment, là c'est déjà autre chose que je doute du fait que Lady Diana soit morte accidentellement. Alors le vrai démarrage du complotisme, on peut le faire dater du début des années 2000, parce que jusqu'à présent on avait des complots, on avait des thèses conspirationnistes, mais c'est vrai que
la révolution numérique a donné une amplification considérable à des faits. Aujourd'hui, puisqu'on est le 11 septembre, je me permets une allusion aux thèses complotistes concernant l'explication de cette catastrophe humaine. Et on peut considérer que le livre en France qui a remis en question l'explication officielle, puisque c'est comme ça qu'on parle, hein, c'est la version officielle, c'est ce livre dont vous avez entendu parler, L'effroyable imposture, qui, en sous-titre, nous annonce qu'aucun avion n'a jamais heurté les tours du World Trade Center, preuve en est qu'on n'a jamais retrouvé la moindre trace de carcasse. Donc là, on entre quand même vraiment pour la première fois dans une logique complotiste, avec cette idée qu'on nous ment et une centaine d'arguments en faveur de cette approche de fait, de contre-explication, d'explication alternative. Je reprends le terme de tout à l'heure, parce que la psychologue se disait, mais pourquoi parle-t-on d'alternatif ? Et pourquoi pas parler de pseudo, et ce serait plus franc, ce serait plus honnête de dire pseudo plutôt qu'alternatif. Mais en réalité, on utilise le mot alternatif pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie. Parce que si on commence à discuter avec une personne en lui disant « Nous allons discuter de ta thèse pseudo-explicative », on va d'entrée de jeu. On ne va pas pouvoir aller à l'essentiel. Alors qu'en disant « Bon, tu as une explication alternative », à ce moment-là, on le garde et on va pouvoir s'attaquer au fond. Voilà pourquoi on utilise ce qui est effectivement un euphémisme. Alors donc en France, le mouvement alternatif concernant l'explication des tours jumelles s'est développé dans le sillage d'un mouvement américain qui a commencé en 2002. Et ce qui est frappant, c'est de voir que les fake news, ces fausses nouvelles, ont une durée de vie. Elles suivent une courbe de Gauss. C'est-à-dire que l'explication alternative de l'effondrement des deux tours, elle va connaître son apogée dans les années 2006-2007, où le site Reopen 911 va avoir des fréquentations qui atteignent 6 à 7 000 vues tous les jours. Et puis après, au bout d'un moment, il y a une sorte de désenchantement, puisque les éléments explicatifs qui démontreraient la fausseté de la version officielle tardent à venir. C'est comme dans ces religions qui annoncent la fin du monde, et puis au bout d'un moment, la fin du monde ne vient jamais, donc on commence à déchanter. Alors, le cas de Reopen 911, 9 septembre, c'est ça que ça veut dire, me donne aussi l'occasion de dire que dans le complotisme, il y a différents courants. On pourrait faire une différence entre un complotisme faible qui consiste à demander simplement qu'on approfondisse les investigations. C'est-à-dire, je soupçonne qu'on me cache des choses et je demande qu'on aille un petit peu plus loin. George Bush, voilà, c'est quelqu'un qui ne m'inspire pas confiance. Je trouve qu'il y a des incohérences, il y a des choses qui nous sont cachées. Ça, ce serait une forme faible du complotisme. Il y a quand même l'idée à l'arrière-plan qu'on nous a inventé une supercherie. Et puis, il y a un complotisme fort. Alors, le complotisme fort peut revêtir deux visages. Le premier, c'est un complotisme fort qui est lié à une distorsion entre les faits et la réalité. Par exemple, dire qu'il n'y a pas eu d'avion qui se soit encastré dans les tours, c'est un complotisme fort. C'est fort quand même de soutenir ça alors qu'on a des dizaines, des centaines de personnes qui ont vu de leurs propres yeux. Il faudrait donc que tous ces gens soient victimes d'une hallucination collective. Donc on a un complotisme fort qui est lié, donc on peut considérer fort parce qu'il y a une
très forte distorsion entre l'explication officielle et l'explication alternative, ou bien une autre forme de complotisme fort qui est plutôt extensif, c'est-à-dire que on doute et on mobilise énormément d'acteurs, Bill Gates, les juifs, les francs-maçons, enfin, il y a vraiment beaucoup de monde qui se cache derrière le grand rideau. On a donc deux types de complotisme fort et un complotisme faible, donc, qui se contente de mettre en doute. Alors, puisque moi je m'intéresse à la santé, je dirais un mot maintenant sur les vaccins. Il est ici, on le voit sur cette carte, tout à fait frappant de constater que, je ne sais pas si on le voit bien, le doute au sujet des vaccins, la résistance aux vaccins est un phénomène assez universel qu'on rencontre un peu dans tous les pays. Alors c'est vrai que nous en France, on a la dernière place, d'après la Fondation Jean Jaurès, qui a mené une enquête en 2020. Et alors malheureusement, oui, elle n'apparaît pas. 54%. Nous sommes tout en bas, au-dessous des États-Unis. On préfère ne pas voir. Voilà. Nous avons la dernière place. Alors, un motif d'espoir quand même, c'est que vous voyez que l'Espagne, en 2020, est à 64% de sceptiques, du gens qui déclarent qu'ils ne se vaccineront pas, et on se rend compte que 6 mois plus tard, il y a un très fort taux d'adhésion au vaccin en Espagne, ce qui prouve que finalement l'opinion est capable aussi d'évoluer. Alors, dans le cas du complotisme anti-vaccinal, on peut repérer les composantes que j'ai déjà mentionnées. La première composante, c'est des faits alternatifs, c'est-à-dire des informations autres que celles qui sont diffusées par les médias, et notamment par les réseaux sociaux, qui sont considérés par les complotistes comme ceux qui nous disent enfin ce que les médias nous cachent depuis tant d'années. Il y a aussi toujours un grand récit explicatif. On pourrait considérer le complotisme comme une forme de religion de substitution. On est dans un monde de désertification, de déclin des grandes religions monothéistes. Et du coup, les complotistes donnent une explication du monde simple avec des forces du bien et des forces du mal. On a ensuite une certaine systématicité dans le récit, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est toujours un peu un complot juif, un complot franc-maçonnique, Bill Gates, et ces gens sont toujours derrière le rideau, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, mais c'est quelque chose qui revient en permanence. Et là, on peut se dire, là, on est dans du complotisme. Et puis, ce qui revient souvent aussi chez les complotistes, c'est la revendication d'un droit au doute en se référant à la science, puisque dans le pays de Descartes, la science est fondée sur un doute méthodique, mais il s'agit évidemment d'un usage retors et pervers de la notion de doute. C'est aussi le doute, vous le savez, qui alimente ce qu'on appelle les marchands de doute, ces experts qui ont été souvent financés par des groupes industriels au cours du XXe siècle et qui ont retardé par exemple, la reconnaissance des méfaits du tabac, la reconnaissance des méfaits du sucre. Longtemps, il y a eu toujours des médecins, des scientifiques qui ont nié la toxicité, la nocivité du sucre, du tabac, et c'est vrai aussi pour des produits industriels comme l'amiante, où on avait déjà des publications dès le début du XXe siècle, au début du XXe siècle, mais au nom du doute, il y a un frein à la connaissance. Alors, les principaux biais cognitifs qui sont repérés dans la littérature,
concernant le fonctionnement du complotisme, des erreurs de raisonnement, si on veut parler dans le langage habituel, en philosophie, les biais de conjonction, les biais d'intentionnalité et les biais de confirmation. Alors, biais de conjonction, c'est-à-dire qu'il y a une drôle de coïncidence. Une conjonction entre deux événements qui paraît un peu troublante. Parfois, les complotistes n'hésitent pas à aller dans du sordide, puisque certains ont affirmé qu'en décembre 2019, je crois, à Strasbourg, lorsqu'il y a eu un attentat terroriste avec 5 morts sur le marché de Noël, eh bien, comme par hasard, ça arrangeait bien le gouvernement qui devait gérer les manifestations de Gilets jaunes et qui pouvait du même coup interdire la manifestation des Gilets jaunes. Là, vous avez eu, dès le début de cette information grave d'un attentat terroriste, un discours conspirationniste, sous-entendant qu'en fait, cet attentat était commandité par le pouvoir de manière à conjurer la manifestation des Gilets jaunes. Alors, sur mon diaporama, j'ai indiqué le concept d'effet d'aubaine, parce que il y a souvent une rétroaction de l'effet sur la cause. Très concrètement, Pfizer, AstraZeneca se sont considérablement enrichis grâce à la pandémie. Et il y a comme ça beaucoup d'entreprises, du numérique, Amazon, on pourrait en citer de très nombreuses, qui se sont significativement enrichis à l'occasion de cette pandémie. Mais, du coup, vous voyez, le biais de conjonction, c'est de dire, vous voyez à quel point ces entreprises se sont enrichies, cela prouve bien qu'ils sont à la manœuvre et qu'ils ont piloté tout ce dispositif. Voilà, ça, cette erreur de raisonnement qui vient de la coïncidence ou de la proximité de deux événements, mais qui n'ont pas entre eux de relation de causalité. Ensuite, il y a le biais d'intentionnalité, à savoir qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Il y a Bill Gates. Alors pourquoi Bill Gates, vous me direz? Eh bien, tout simplement parce qu'en 2015, dans une conférence, ce grand entrepreneur milliardaire avait annoncé l'imminence d'une pandémie grave qui tuerait des millions de personnes. Et donc, du coup, cette conférence est remontée à la surface et, entre-temps, la 5G, etc., est venue s'immiscer dans tout ce dispositif et on voit que ça donne une espèce d'intelligibilité apparente entre plusieurs événements qui trouvent sens dans un discours, une narration qui subjugue certains esprits. Et puis le biais de confirmation, alors ça il est très fréquent, c'est la différence entre le discours de celui qui enquête, le commissaire, et puis l'avocat. Celui qui enquête cherche la vérité, l'avocat, lui, a déjà la conclusion, il va chercher des arguments qui vont dans le sens de la conclusion à laquelle il veut aboutir. Et quand vous avez déjà une certitude à la base, quand vous avez déjà la conclusion, forcément vous avez un filtre cognitif qui fait que vous ne retenez que les éléments qui plaident en faveur de votre thèse. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler le biais de confirmation. Je ne retiens du discours de l'autre que ce qui est de nature à renforcer ma croyance. Alors dans la littérature sociologique, cognitiviste, philosophique, j'ai répertorié à peu près 6 déterminants, je les passe rapidement en revue, de l'adhésion à des fake news, ces récits alternatifs. L'un, on le doit au sociologue Gerald Bronner, qui a utilisé le concept de millefeuille argumentatif pour décrire un processus cognitif par lequel on ajoute des arguments faibles à des arguments faibles, et à l'arrivée,
on finit quand même par faire douter l'interlocuteur. Donc, par exemple, dans le cas des attentats du 11 septembre, on va dire franchement que ce soit des images qui étaient projetées et qu'il n'y ait jamais eu d'avion, ça paraît trop gros, j'y crois pas. Oui, mais on va vous trouver un deuxième argument, puis un troisième, puis au bout de 20, vous dites quand même, il y a peut-être quelque chose de louche dans tout ça. Ça crée un effet de trouble de l'esprit. Deuxième déterminant, c'est le sentiment de déclassement. Ça, c'est Pierre-Henri Taguieff qui a alerté sur ce déterminant, à savoir que les enquêtes montrent clairement que les couches populaires adhèrent plus à des faits alternatifs, à des fake news, que les cadres, que les professions diplômées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intellectuels, des scientifiques qui adhèrent aux récits alternatifs. Et d'ailleurs, ils ne sont pas très nombreux, ils ont toujours 5 ou 6%, mais ils sont suffisamment nombreux justement pour jouer un rôle très important dans l'adhésion des masses à ces récits alternatifs. D'ailleurs, je pense que chacun a pu constater pendant toute cette période de la pandémie, espérons que cela va se tasser maintenant, à chaque fois qu'on vous envoie des nouvelles alternatives, on vous dit, voilà, regardez, celui qui a parlé, c'est un tel grand chercheur, il est chimiste, il est biologiste. Et on voit donc que les gens ont tout à fait conscience que ce qui est important, c'est la source. Et ils préviennent votre objection en disant, attention, j'ai regardé mes sources, je vois ce que tu veux me dire. Tu veux me dire que j'ai choisi n'importe quoi sur YouTube. Non, non, non. Il est chercheur à l'université de Massachusetts, etc. Et c'est vrai que là, on voit la responsabilité énorme qu'ont les scientifiques dans tout ça, puisque eux vont jouer un rôle déterminant dans l'enclenchement de cette dynamique de croyance. Alors, donc, sentiment de déclassement, ça veut dire aussi que ces gens qui ont un discours alternatif se vengent en quelque sorte des puissants, qui les humilient, qui les blessent, qui les rabaissent. Et eux, le fait d'avoir un discours surplombant en disant je vous ai trahi, comment dire, vous êtes trahi en fait par ce discours, maintenant je sais tout sur vous. Et j'ai une sorte de position de surplomb grâce à mon discours alternatif. Alors, concernant la pandémie, l'un des déterminants aussi à l'adhésion aux fake news, c'est ce qu'on peut appeler une intolérance à l'incertitude. L'incertitude, c'est quelque chose d'anxiogène. Et quand c'est trop incertain, ça peut créer une angoisse chez certaines personnes émotives qui ont besoin de s'accrocher à des explications pour se donner un sentiment de maîtriser théoriquement au moins la situation. Et puis il y a les partis pris partisans, puisqu'on voit bien que parmi les anti-vax, par exemple, souvent, pas toujours, mais les militants appartiennent aux extrémités du spectre politique. On ne va pas nommer, mais on sait déjà un peu à l'avance quel sera le discours sur le pass sanitaire de telle ou telle personne, parce qu'on sait à quelle obédience idéologique elle est attachée. Et puis il y a les croyances antérieures, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà dans une certaine méfiance, un doute, une suspicion, auront d'autant plus de chances de croire aux fake news. On ne croit à des discours que quand on était déjà à moitié convaincu à leur cause. On n'arrive jamais à convaincre quelqu'un qui est complètement à l'opposé de nos idées. On est trop loin l'un de l'autre, si vous voulez. Mais quelqu'un qui est un peu hésitant, qui ne sait pas trop se positionner, lui, c'est un gibier pris d'avance. Et donc, il y a ce fameux manque de confiance dans les institutions, les jeux politiques qui vont
troubler l'esprit des gens. Alors je voudrais montrer dans la fin de mon exposé, puis j'en viendrai à des conclusions, que il y a aussi une sorte de connivence des individus à leur propre manipulation. Ça peut paraître surprenant, mais on renferme nous-mêmes en nous des facteurs d'adhésion involontaire. Et je crois que vous avez tous encore en mémoire l'allégorie de la caverne de Platon. Oui, nous sommes tous semblables, nous dit Platon, dans la République, nous sommes tous semblables à des prisonniers et nous sommes assis paresseusement, nous regardons sur la paroi de la caverne des ombres projetées par des marionnettistes. Ces marionnettistes, ce sont les sophistes. Les sophistes, ce sont des individus qui prétendent savoir tout sur tout, qui ne sont jamais embarrassés quand on leur pose une question, qui ont réponse à tout, même sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et donc ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui des gatekeepers, ceux qui sont les gardiens de l'information, qui diffusent, qui filtrent. Alors à l'époque de Platon, ce sont des sophistes. Nous, on va avoir peut-être plutôt des journalistes, parce que le journaliste, il filtre les informations, il dit ça c'est intéressant, ça l'est pas. Et puis ensuite, les réseaux sociaux ont aussi leurs gatekeepers, ceux qui sont les gardiens du portail, puisque vous avez des influenceurs, vous avez des célébrités aussi. Le fait d'être connu dans les médias est un gage qui donne une crédibilité à votre parole. Alors pour Platon, ces marionnettistes, ces sophistes maîtrisent la démagogie. Qu'est-ce que c'est que la démagogie? C'est l'art de flatter le peuple. Le flatter, c'est-à-dire saisir ses bas instincts et abonder dans le sens de ses désirs. Le sophiste, nous dit Platon, se pose la question: qu'est-ce qui l'irrite? Qu'est-ce qui l'adoucit? Comment l'approcher et le toucher? Le sophiste a un traitement vétérinaire du peuple. Il s'approche du peuple comme étant une sorte d'animal qu'il faut domestiquer, dompter, qu'il faut utiliser et manipuler. Il ne se pose pas la question de la vérité, mais de l'effet qu'il produit. Et on peut se demander si aujourd'hui, quand on voit comme ici un magazine grand public qui titre « Les OGM sont des poisons », on peut se demander si on n'est pas encore à l'époque de Platon et de l'agitation comme ça de titres sensationnels qui d'ailleurs vont faire le tour du monde. Hein. C'est pas simplement franco-français, mais ça va être une fake news qui va se répandre comme une traînée de poudre à travers le monde via justement la viralité de l'Internet. On sait que c'est une étude sur les OGM qu'on avait fait ingurgiter à des rats pendant 2 ans. Les rats ont développé des tumeurs proéminentes et on a établi une corrélation, mais avec toutes sortes de biais méthodologiques qui ont été reconnus après. Vous voyez ici que le but aussi, on a ce titre en pleine page, on est saisi, on a peur, on est vraiment dans un gouvernement des émotions. Et Platon disait qu'au fond, il y a une sorte de paresse aussi en nous, parce que l'accès au savoir, il le compare à la sortie d'une caverne, et puis pour sortir de la caverne, il faut faire des efforts intellectuels. Et aujourd'hui, les psychologues nous ont bien montré que nous avons en fait 2 régimes cognitifs dans notre cerveau. Un régime de connaissance intuitive, la perception, il y a ce qui nous attire spontanément,
qui ne nécessite pas d'effort de réflexion, et puis un deuxième système, une connaissance réflexive, qui, elle, est plus coûteuse en termes d'énergie et de temps. Alors je voulais terminer mon propos en parcourant un peu le paysage de ce que nous apporte la psychologie cognitive et la psychologie d'une manière générale, parce que, comme le disait tout à l'heure l'intervenante psychologue, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés, la psychologie cognitive, la psychologie humaniste, la psychologie sociale, la psychologie évolutionniste, qui nous apportent des clés pour essayer de comprendre notre crédulité. Le premier article important de la psychologie dite humaniste, c'est celle de Maslow. Vous avez peut-être aussi entendu parler de la pyramide des besoins de Maslow. C'est une grille qui a vraiment des vertus d'éclairage sur nos comportements, qui mérite d'être relu. Cet article qui date de 1943, ce psychologue a répertorié les besoins fondamentaux, les besoins qui sont naturels et qui vont déterminer des croyances intrinsèques. D'abord, les besoins physiologiques. Comme tous les autres animaux, on a besoin de boire, de manger, de dormir. Mais on est loin d'être comme les autres animaux à nous satisfaire de boire, de manger, de dormir et de nous reproduire. Malheureusement ou heureusement pour notre espèce, nous avons d'autres besoins. Nous avons besoin de nous sentir en sécurité. Donc on rejoint ici quand même l'angoisse que génère l'incertitude. Nous avons besoin d'appartenir à un groupe. Donc c'est aussi dans une société parfois atomisée, disloquée, où les gens sont seuls, désœuvrés, pouvoir partager des groupes avec une secte, une communauté, cela peut satisfaire un besoin d'appartenance. Ce psychologue parle aussi du besoin de reconnaissance, d'estime, et souvent, au fond, quelqu'un qui est complotiste, c'est quelqu'un qui cherche aussi des assises narcissiques, qui a besoin de trouver sa place dans la société. Et le fait de l'écouter, de le respecter, de ne pas immédiatement le dénigrer, mon pauvre, tu crois des sornettes, tu es complotiste. On passe peut-être à côté de quelque chose. Se dire à quelqu'un, mais tu es dans la bêtise, tu es idiot, tu es dans les croyances, moi je vais t'expliquer tous les biais cognitifs qu'il y a dans ton discours. Tu vas voir, je vais te montrer qu'il y a des biais de confirmation, que tu es victime de biais d'intentionnalité. Je vais te montrer que tu es victime de biais de conjonction. Bon, ça ne marchera pas. Ben non, parce que le problème, c'est le besoin d'estime, de reconnaissance. Et on ne peut pas convaincre quelqu'un en commençant déjà par le vexer, par attaquer le noyau de sa personnalité qui est le narcissisme. Et je trouve que ces besoins de Maslow, besoins psychologiques, sécurité, appartenance, reconnaissance, et il ajoute l'accomplissement, le bien-être, comme cet auteur est lointain, il date de 1943, lui, la pandémie et les fake news, c'est très loin. Donc ça nous éclaire d'autant plus, ça met en perspective notre actualité en nous rappelant que l'être humain, il a des besoins fondamentaux. Et vous aurez remarqué que dans ces 5 besoins fondamentaux, il n'y a pas le besoin de vérité. Le besoin de connaître la vérité, ça va arriver à un moment donné. Oui, Aristote, il y a 400 ans avant Jésus-Christ, dira il y a en l'homme un besoin de savoir. Oui, mais ce besoin de savoir, il arrive tardivement dans l'histoire. Il y a déjà beaucoup d'autres besoins
à combler en l'être humain pour le rendre réceptif à un discours de vérité. Alors, je vais peut-être conclure rapidement. Vous voyez, dans ce que je viens de dire, si je voulais résumer le sens de mon propos, c'est qu'on ne peut pas vraiment sortir de la caverne. On a ici quelqu'un qui recherche la vérité, mais il fait appel à son intelligence réflexive, abstraite, c'est difficile. Mais le même homme aura besoin aussi de temps en temps de sortir de ses bouquins et d'aller contempler la beauté du monde, rechercher une harmonie avec le monde. Et quelque part, l'être humain va rester toujours un peu ambigu entre un besoin de comprendre, de connaître la vérité, mais aussi d'être bien. Et du coup, parfois, de ne pas être forcément accessible à la vérité qui est triste. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on vieillit, c'est qu'on va connaître des deuils, des souffrances, qu'on va mourir. C'est pas très gai quand même. Donc voilà pourquoi la nature humaine est toujours un peu ambiguë. Alors pour m'amuser, je reprends un stéréotype qui est classique, le stéréotype des genres. Quand vous avez un enfant, que vous savez que ce petit enfant est invité par un camarade pour un anniversaire, vous ne connaissez pas les parents. Vous devez donc acheter un cadeau pour son petit copain ou la petite copine. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez acheter un camion pour la petite fille? Une poupée pour le petit garçon? Probablement pas. Vous allez utiliser ce que les psychologues appellent un heuristique. L'heuristique, c'est un raccourci cognitif en vous disant, à la louche, comme ça, intuitivement, je pense que les parents seront assez conventionnels et trouveront normal que j'achète une poupée si c'est une petite fille et un camion de pompier si c'est un petit garçon. Mais c'est vraiment à la louche, c'est-à-dire que le raccourci cognitif, il peut nous tromper, parce que ça se trouve, je vais avoir affaire à des profs qui sont des militants anti-genre, anti-stéréotypes, et je vais me faire exploser. Et ça, c'est le raccourci cognitif qui est un stéréotype. C'est un stéréotype de penser que le rose, c'est la couleur des filles, et le bleu, c'est la couleur des garçons. Et pourquoi les garçons ne pourraient pas jouer aux poupées? Si vous me demandez vous me posez la question, je vais être bien embarrassé parce que je ne peux absolument pas vous démontrer qu'un garçon ne pourrait pas s'amuser avec des poupées. Donc on voit bien que ce sont des stéréotypes. Mais ces stéréotypes nous rendent énormément de services, puisque tous les jours nous avons des quantités de décisions à prendre, des tas de problèmes à résoudre. Et donc on est obligé d'aller à l'essentiel, et c'est pour ça qu'on utilise sans cesse des stéréotypes. Voilà donc pourquoi l'homme rationnel, l'homme de Platon qui est en dehors de la caverne, on n'arrivera jamais à être à sa hauteur, parce qu'on sera toujours un petit peu dans la caverne. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Merci. Et alors moi, je vais profiter de votre présence, je vais être très rapide. Vous enseignez en médecine. Michel Foucault, dans l'histoire de la folie, il avait commencé à entrevoir que le pouvoir médical avait pris une importance énorme, et j'arrive pas à retrouver le nom. Dans les années 80, quelqu'un a écrit Le pouvoir médical, et il disait le pouvoir médical, c'est le pouvoir des pouvoirs. Alors, j'aimerais brièvement vous entendre là-dessus. Et deuxièmement, alors depuis ce matin, je trépigne parce qu'on ne parle pas de vérité. Et là, vous allez parler à la fin. Et mon idée, c'est qu'actuellement, il y a une crise de la vérité scientifique et que les complotistes y croient dur comme fer que ce sont eux qui ont la vérité. Et c'est étrange parce qu'on n'analyse pas leur posture comme quelqu'un a dit ce matin fort justement, je ne sais plus si c'était au repas, c'était Gaël, qu'elle préfère employer le mot de pseudo plutôt que d'alternative. Bon.
mais ils sont persuadés, ce sont des croyants absolus, que eux ont la vérité sur le 11 septembre. Alors, rapidement, parce que je pense qu'il y a d'autres questions. Oui, alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, que le pouvoir médical, c'est le pouvoir des pouvoirs? Bon, je dirais que... Je ne répéterai pas ça. Non, mais je ne sais pas si c'est un pouvoir supérieur aux autres pouvoirs, mais c'est vrai que chaque année, on accueille à la faculté de médecine à peu près 2500 étudiants, ce qui prouve bien qu'il y a au moins un pouvoir d'attraction, de fascination, dans l'idée qu'on maîtrisera le corps et la maladie. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser, dans ma thèse, c'est le pouvoir des pouvoirs parce que nul ne peut y échapper. Ouais. En bout de compte. Quelque part. Oui, vous avez raison. Au final, c'est quand même le corps qui décide. Et si on est là aujourd'hui pour échanger, c'est parce que notre corps nous le permet. On peut encore venir. Oui, voilà. C'est les médecines man, les sociétés cognitives. C'est vrai, exactement. Bon, alors en ce qui concerne effectivement la crise de la vérité scientifique, je pense que c'est ce que je veux dire dans ma conclusion, donc ça tombe bien, c'est que ce qui nous manque, c'est quand même des cours d'histoire des sciences et d'histoire médicale. Et l'éducation nationale, on n'a pas réussi à mettre en place, et on le paye aujourd'hui dans cette période de pandémie, ces disciplines qui sont à l'interface, parce qu'on a des historiens, on a des scientifiques, mais on n'a pas des historiens des sciences et de la médecine. Et du coup, les gens ne savent pas comment l'électron, par exemple, ou l'atome, on a mis 25 siècles à démontrer que ça existe, et ça existe vraiment. Comme Guilhem, c'était un historien de la médecine. Alors, les épistémologues, c'est-à-dire des philosophes des sciences et de la médecine, faisaient de l'histoire de la médecine. Mais malheureusement, ce n'est pas enseigné. Il y a des gens qui connaissent, bien sûr, l'histoire de la médecine, mais il n'y a pas de sensibilisation des jeunes à ces connaissances, alors que je suis sûr que ça les intéresserait. Par exemple, je vous prends un témoin au lycée qui a entendu parler d'essais randomisés. On n'a jamais entendu parler de ça. Comment se fait une expérimentation? Et pourtant, je suis sûr que les gosses, ils seraient ravis d'apprendre tout ça. Parce qu'on nous a toujours inventé des histoires de robinets qui coulent, etc. On en a ras-le-bol. Et alors, par contre, ça, des expériences, comment se fait une méthode scientifique randomisée, en double aveugle, ça, je suis sûr que ça intéresserait beaucoup. Et donc, je veux croire que un jour, l'éducation nationale arrivera à se réformer, à faire place à des savoirs scientifiques qui vont réhabiliter la science. Oui, juste par rapport à votre introduction sur confiance-défiance. En fait, chacun d'entre nous, on a notre pool de confiance et de défiance, et les deux sont nécessaires. Par exemple, chez les singes anthropoïdes, il y a déjà des complots, il y a déjà des complotistes qui sont organisés. Donc les singes ont acquis une perception d'un danger lié à un complot. C'est absolument nécessaire à notre survie. Donc je ne pense pas qu'il faille dire la confiance c'est mieux, la défiance c'est mieux. Il y a un équilibre entre les deux. D'ailleurs, les complotistes sont les premiers à nous dire, quand on n'est pas complotiste, vous êtes naïf, vous faites confiance à n'importe quoi. Et puis du coup on ne sait plus parce qu'on peut se renvoyer le même argument. Le problème, il me semble aujourd'hui, qui est très grave, c'est que la confiance n'est plus orientée vers le même porteur d'information qu'à un certain moment. Et actuellement, elle se porte de plus en plus vers des voix intellectuelles, parfois même de scientifiques ou d'hommes politiques, qui sont des voix qui me semblent très dangereuses. Donc je pense qu'il y a un besoin de réfléchir à ce qui, dans cette société aujourd'hui, fait que beaucoup de gens attribuent ou accordent leur confiance à des porteurs d'informations qui sont potentiellement dangereux. Plutôt que de dire c'est bien d'être... Non, vous avez raison. Non, mais alors, vous m'avez donné l'occasion de nuancer ce que j'ai dit. C'est qu'on est en effet dans cette oscillation défiance-confiance, et qu'on ne peut pas vivre en société si on ne se fait pas confiance en permanence. En fait. Et d'ailleurs, ça doit être un élément aussi d'optimisme. C'est qu'on sait que l'homme ne peut pas ne pas accorder quand même sa confiance si on veut vivre ensemble, et que donc on n'ira pas vers une escalade complotiste. Je ne crois pas en ça. Je trouve même que les gens, au fond, sont relativement
Raisonnable. Merci de m'avoir soufflé le mot. Mais ce qui est terrible, c'est que on va dire le scepticisme était une vertu il y a encore 50 ans. C'est depuis les Lumières, c'est une vertu. C'est presque devenu un vice. Donc il y a un renversement de la signification de ce mot scepticisme. Parce que, par exemple, le climato-scepticisme, c'est quelque chose qui, d'un point de vue de l'avenir de notre société, est extrêmement dangereux, et c'est du climato-scepticisme. Donc il y a ce renversement de la valeur qu'on peut accorder au mot confiance et défiance, scepticisme, croyance, qui est très problématique. Il faut bien dire que le doute en science est au service de la certitude. Je remets en question des hypothèses jusqu'au moment où je les valide, et là, on n'y revient pas. On ne va pas revenir sur le fait que la Terre est ronde, n'en déplaise aux platistes.